Bonjour, dans cette vidéo, exceptionnellement, je ne vais pas faire de démonstration. Je me contenterai de faire une présentation principalement théorique, simplement car le sujet ne prête pas la possibilité de le faire. Ici, je vais présenter ce qu'est un LAN et faire une petite introduction au VLAN. Le LAN, pour Local Area Network, sera aussi appelé réseau local. On qualifie de réseau local un réseau dans lequel des ordinateurs ou appareils reliés au réseau travaillent dans une zone d'accès limitée. Par opposition au WAN, pour Wide Area Network, les terminaux communiquent entre eux sans utiliser l'Internet. Les réseaux locaux vont utiliser des adresses IP dites non routables, qui ne sont pas utilisées sur l'Internet et non accessibles depuis l'Internet. Alors la raison à tout ça sera facilement compréhensible. Si j'utilise dans mon réseau local des adresses que l'on retrouve ou que l'on peut trouver sur l'Internet, comme on n'utilise jamais d'adresse unique, ces adresses seront regroupées par plage. Si cette plage, alors utilisée localement, ne pourra pas être atteinte vers l'extérieur. Il apparaît alors toute une plage de sites web, de services, qui ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Alors pourquoi pas? Mais ça ne serait pas vraiment concevable. Il est donc nécessaire de disposer de plages locales et distantes bien séparées. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Tout ceci a été normalisé il y a déjà bien longtemps. Ça a même été fait au tout début des réseaux. Alors bien sûr, au tout début des réseaux, on pensait que l'adressage IPv4, avec ses 256 puissance 4 possibilités d'adresses, ne serait jamais occupé. Alors les répartitions ont été faites un petit peu sans vraiment se poser de questions. Plus tard, afin d'augmenter un peu les possibilités d'emploi, on y a ajouté les ports. 65 000 ports pouvant être utilisés sur la même adresse IP. Avec des ports plutôt réservés aux applications. Alors quand je parle d'applications, c'est pas les programmes, c'est plutôt les différents emplois. Alors cette fois avec 256 puissance 6 possibilités, on aurait eu de quoi voir venir. On a encore fait quelques erreurs, mais justement un peu moins. Mais tout ceci explique en partie le chaos qui règne dans la répartition des adresses. Alors entre adresses privées, réservées, des adresses de test, les adresses spéciales de broadcast, de multicast, il y a de quoi s'y perdre. Dans mes vidéos, je parle alors d'adresses locales, de réseaux et de sous-réseaux. Je vais quand même essayer de ne pas y passer trop de temps, ce n'est que de la théorie, alors de la théorie quand même bien réelle, quand même essayer donc de faire un ping d'une adresse non routable, et vous allez voir qu'effectivement c'est plus que de la théorie. On va alors pouvoir distinguer plusieurs plages d'adresses. Alors l'avantage c'est que je n'aurai pas besoin de présenter les adresses IP publiques, puisque de toute façon, c'est toutes les autres que je n'aurai pas présentées. Alors je vais commencer par les plages d'adresses qui sont utilisées dans la configuration IP du matériel. Celles qu'on pourra retrouver et qui pourront être atteintes entre deux matériels. Alors on parle aussi parfois de RFC 1918 qui va définir les plages d'adresses IP comme privées. Alors on aura principalement trois plages, la 10.0.0.0/8 qui vont concerner les adresses qui vont aller du 10.00 au 10.255.255.255 inclus. Puis une deuxième plage, un peu moins utilisée, la plage 172.16.00/12 qui va aller de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 inclus. Et enfin une troisième plage, la 192.168.0.0/16
Donc c'est celle qu'on va retrouver le plus souvent dans les réseaux privés et notamment derrière les box. Donc qui va définir les adresses de 192.168.0.0 à 192.168.255.255 inclus. Donc ça c'était pour les 3 plages d'adresses IP privées. Mais on va quand même distinguer d'autres plages qui ne sont pas dites privées, mais qui ne sont pas pour autant publiques. Alors on va parler d'adresses IP dites spéciales. Donc on va retrouver une première plage, la 127.0.0.0/8. Donc c'est toutes les adresses qui vont aller de 127.0.0.0 à 127.255.255.255. On va alors parler des adresses de bouclage, celles qui vont servir pour faire un ping du localhost. Et là on se rend compte qu'on a une plage quand même relativement grande pour finalement uniquement utiliser généralement la 127.0.0 ou la 127.0.0.1. Donc effectivement ça revient un petit peu à ce que j'expliquais tout à l'heure sur cette répartition où on pensait que 256 puissance 4 on n'atteindrait jamais autant de machines connectées entre elles. Puis on va trouver une deuxième plage, la 169.254.0.0/16 qui va aller de 169.254.0.0 à 169.254.255.255 inclus, qui vont être les adresses de liaison locale auto-configurées. Alors on va parler aussi d'adresses à PIPA pour Automatic Private Internet Protocol Addressing ou un adressage automatique du protocole IP. Alors en fait le service APIPA continue tout simplement de vérifier la présence d'un serveur DHCP dans les environs de toutes les 5 minutes. Comme une adresse APIPA n'est pas routable et n'est routable de nulle part, on se demande à quoi elle sert quand même et pourquoi avoir réservé cette plage. Donc on se rend bien compte qu'il y a des plages qui ont été réservées de manière un petit peu inutile. Puis on a aussi encore une autre plage, la 240.0.0/4, qui va aller de 240.0.0.0 à 255.255.255.254, qui elle est une plage réservée à un usage ultérieur. Alors en fait, l'usage ultérieur, on l'a jamais précisé. En fait, c'est des plages qui ont été réservées au début, en se disant elles serviront un jour, puis on est arrivé de toute façon à la fin de l'IPv4 et elles n'ont toujours pas servi. Et il reste enfin une adresse, là par contre elle est unique, la 255.255.255/32, qui est tout simplement l'adresse de broadcast limité. Alors après il reste encore quelques plages qui vont être dites réservées, qui vont être dites de test, qui vont être dites de broadcast, de multicast. Donc là c'est pareil, c'est des plages qui se retrouvent un petit peu perdues dans l'amalgame de toutes ces adresses IP. Donc on va retrouver la 192.0.0.0/24 qui va aller de 192.0.0 à 192.0.0.255. Puis on va retrouver d'autres plages, la 192.0.2.0/24 qui, elle, va couvrir la plage de 192.0.2.0 à 192.0.2.255. Une autre plage, comme ça, alors on se demande aussi ce qu'elle vient faire là. La 192.88.99.0/24 qui va aller de 192.88.99.0 à 192.88.99.255. On va retrouver encore des plages intermédiaires avec la 198.51.100.0/24. Donc qui va aller de 198.51.100.0 à 198.51.100.255. Et une dernière plage, la 203.0.113.0/24, qui va définir la plage 203.0.113.0 à 203.0.113.255. Alors oui, il y a quand même de quoi s'y perdre,
jusqu'à la RFC 19-18. Bon, et éventuellement quelques plages d'IP réservées, ça peut aller. Mais il faudra souvent garder quand même quelques notes, si on ne veut pas en oublier. D'ailleurs, j'espère ne pas en avoir oublié en cours de route. Alors j'ai profité un petit peu de cette présentation du LAN, avec ces différentes plages, entre les plages privées et les plages réservées ou spéciales. Effectivement, c'est un peu compliqué. Alors justement, je vais en profiter pour présenter un petit peu le VLAN. Alors l'idée n'est pas de rentrer largement dedans, l'idée est vraiment juste de faire une introduction au VLAN. Alors le VLAN n'a pas vraiment de rapport avec les plages d'adresse IP, mais concerne quand même le LAN. C'est donc la bonne occasion pour en parler. Un VLAN, pour Virtual LAN, est un réseau informatique logique indépendant. En quelque sorte, il va permettre de disposer de plusieurs LAN séparés virtuellement, logiquement. Le seul moyen pour pouvoir communiquer entre deux machines ou matériels réseau appartenant à des VLAN différents est alors de passer par un routeur. Donc c'est ce qui va expliquer un peu ma topologie avec un switch relié par deux câbles à un même routeur. Ce qui explique aussi au passage parfois des routeurs avec des dizaines de connexions possibles dessus. Alors encore une fois ici ma topologie est un petit peu schématisée. On y retrouvera souvent en plus des pare-feux et autres composants du réseau. Le VLAN est intéressant en particulier pour séparer les flux, par exemple séparer le Wi-Fi de la téléphonie ou des réseaux de gestion ou des différentes applications. Donc ce qui va aussi permettre d'améliorer la gestion du réseau. Au passage, justement puisque je parlais de téléphonie, ça va permettre aussi d'optimiser la bande passante en définissant la QoS, donc la qualité de service, donc en réservant une partie de la bande passante pour certaines applications, comme par exemple la téléphonie. Ça va aussi permettre d'améliorer la sécurité, ça va permettre de créer un ensemble logique isolé pour mieux améliorer la sécurité. Alors justement, avec ça, une machine qui va être placée dans un mauvais VLAN, souvent parce qu'elle va être déplacée sans prêter attention à son nouvel emplacement physique, rencontrera généralement des soucis de connexion ou de communication. En effet, si votre machine se retrouve dans un VLAN réservé à la téléphonie, elle ne pourra plus communiquer avec les autres PC ou par exemple avec les imprimantes. Alors au début, les VLAN servaient principalement à séparer un switch physique en plusieurs switches logiques. Aujourd'hui, l'utilisation des VLAN a quand même un peu évolué. Il s'agit plus de gestion. Alors bien sûr, on a toujours de la sécurité, mais c'est surtout de la gestion de bande passante, restent quand même les critères de choix. Alors je sais bien que c'est de la théorie, mais on attend tellement de choses un petit peu étranges sur les LAN, sur les VLAN, sur les différentes plages, qu'il fallait quand même bien les présenter et un petit peu définir le sujet. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos. Posez vos questions ou venez discuter de vos difficultés au-dessous des différentes vidéos. À bientôt.